Très bien, merci Monsieur le Président. Donc effectivement, les maladies allergiques sont en croissance exponentielle partout dans le monde. L'allergie, ça a soulevé beaucoup de débats toujours dans la littérature. Et pour rendre un peu à César ce qui est parti à César, c'est Abou Bakr Razi qui, le premier, a décrit un peu les symptômes de rhinite allergique chez un patient qui souffrait énormément et puis une ébauche de traitement. C'était un hommage rendu dans une revue médicale très sérieuse, Allergie Immunologie. Et puis par la suite, donc c'est un savant perse, c'était un ami d'Avicenne. Avicenne, on en a parlé un peu. Et puis par la suite, c'était ce médecin, Bouchtouk, donc 1819, qui rapportait un peu à la communauté scientifique les symptômes dont il souffrait lui-même. C'était donc les symptômes d'allergie. Alors le mot allergie n'a été utilisé pour la première fois que par ce médecin autrichien, Frédéric von Pirquet, donc pour rapporter donc la notion d'une réaction qui est différente de ce qu'on voit classiquement. Or, c'est un mot, donc l'allergie, qui a soulevé beaucoup de réluctance et de rejet dans la littérature médicale. Il a publié son article dans un journal allemand. Et puis donc, il a été très très critiqué par la suite, en particulier par ce savant français, donc physiologiste, Charles Richet, qui ne voyait pas l'utilité de ce mot parce qu'il voyait que le mot anaphylaxie incluait déjà le mot allergie. Donc Charles Richet a reçu le prix Nobel, mais Frédéric von Pirquet, pour la petite histoire, il était très malheureux. Il était destiné à faire des études de théologie et de philosophie. Ses parents, contre la volonté de ses parents, il entame des études de médecine, ce qui était mal vu à l'époque pour un aristocrate. Or, il continue à exercer, à faire des publications contre vent et marée. Il était également malheureux dans sa vie familiale. Sa femme était addicte aux barbituriques. Et puis donc, une énigme dans l'histoire médicale, c'est qu'en 1929, il commet l'irréparable avec un suicide avec sa femme par le cyanure de potassium. Alors, par la suite, donc l'histoire continue. Bon, je vois qu'il y a des visages qui se crispent. Donc, l'histoire a continué. Puis, il y a les Anglais qui commençaient à rapporter pas mal de publications sur l'asthme, sur la rhinite allergique. La rhinite allergique qui, à l'époque, était vue comme un signe de distinction sociale. Il atteignait un peu la maladie des aristocrates et donc touchait plus les médecins et les théologiens. Et puis donc l'asthme était plus vu comme une maladie des pauvres et maladie des artisans. Alors, la croissance continue par la suite et ce n'est qu'en 1960 qu'on commence vraiment à s'intéresser à des publications donc, de l'asthme. Ça a été dit tout à l'heure par Younes. Dans quelques années, en 2050, nous serons 4 milliards de terriens à avoir au moins une maladie allergique. Vous voyez que l'allergologie va régler le problème du chômage un peu médical au Maroc. Alors, nous allons voir un peu l'épidémiologie de quelques maladies, un peu l'asthme, la rhinite essentiellement. Sur le plan de l'asthme, je l'ai dit tout à l'heure, les premières publications, c'est les années 69. On a remarqué qu'il y a une augmentation de cette maladie dans certaines populations, sont les plus démunies. À certains moments même, on les retirait de leurs parents, on fait une parentectomie pour qu'ils soient dans des milieux qui ne sont pas exposés à beaucoup d'irritants. Et puis par la suite, pas mal de pays ont rapporté une augmentation de la prévalence, notamment des pays que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie,
le Japon et les USA. Alors de quoi parle-t-on? Donc l'asthme a souffert d'avoir une bonne définition. C'est comme l'amour, chacun le définit un peu comme il veut, mais chacun ne croit pas à la définition de l'autre. En tout cas, ça a passé par beaucoup de définitions. À un certain moment, c'était englobé dans la boîte de l'emphysème obstructif, dans le boîte de la bronchite chronique, et puis donc une définition qui a été émise par le GINA, Global Initiative National Asthma, qui met l'accent sur le rôle de l'inflammation dans cette affection, qui constitue le primo movens de l'affection. Et cette inflammation, s'il n'est pas jugulée, assombrit énormément le pronostic respiratoire. Alors c'est très important donc d'avoir cette méthodologie, parce que par la suite, la communauté scientifique a essayé d'établir un peu la prévalence de cette maladie. Et puis donc, il y a un questionnaire qui a été établi donc dans le cadre de l'étude ISAC. Il y avait auparavant quelques études, mais les résultats étaient très disparates et la méthodologie était différente. En tout cas, donc, cette étude ISAC qui se basait sur un questionnaire et des mesures fonctionnelles pour corroborer un petit peu la sensation d'oppression thoracique. Et puis les résultats ont montré. Donc plusieurs pays ont été intéressés dans cette étude. Les deux catégories d'enfants qui ont été inclus, les 6-7 ans, les 13-14 ans, c'est une grande cohorte. Et puis donc les résultats étaient très intéressants. Ils rapportaient donc des pays de faible prévalence, l'Albanie, en Chine, en Grèce, en Roumanie, et puis des pays de haute prévalence, c'était surtout les pays anglo-saxons où la prévalence atteignait par des chiffres très élevés, donc de 30% de la population concernée par l'étude. Oui, donc en Afrique 13%, l'Afrique du Sud 16%, donc en Amérique 22%, en Chine des prévalences qui sont très faibles, Nouvelle-Zélande des chiffres un peu élevés. Alors au Maroc, vous voyez que le Maroc se situe à ce niveau-là, donc il y a des pays de haute prévalence, des pays de faible prévalence. Donc au Maroc, donc les résultats donc montraient une prévalence cumulée de 11,7%. 3 centres qui étaient intéressés à l'époque: Casablanca 12%, 17% à Marrakech et 11% à Rabat. Alors plus tard, l'étude a été reprise et puis donc il y avait donc la prévalence a doublé de plus de 10 ans. Alors il y a une autre étude là, c'est une étude personnelle que nous avons réalisée dans les établissements de Rabat. Ça concernait un peu les élèves qui étudiaient un peu dans ces établissements. Donc la méthodologie, c'était un questionnaire et la pratique du 2P. Alors le résultat, donc, c'était 17,1% d'asthmatiques dans cette tranche de population. Autrement dit, on peut dire qu'un futur asthmatique naît toutes les 20 minutes au Maroc. Donc vous voyez avec quelle acuité le problème se pose, et donc qu'il faudrait être préparé un peu pour la gestion de ces malades. Alors l'hospitalisation pour cette pathologie a été également bien rapportée dans la littérature. Comme le souligne un peu ce travail, vous voyez qu'à partir des années 60, l'hospitalisation commence à se lever de façon très exponentielle. Là, on est au Royaume-Uni, là aux États-Unis, là c'est Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, et puis là en Finlande. Donc c'est partout, c'était une augmentation exponentielle partout dans le monde, et le Maroc n'a pas échappé à cette augmentation un peu mondiale. Alors, ces dernières années, nous assistons à une stabilisation dans les pays industrialisés. Toutefois, dans les pays en développement, donc la croissance continue. Alors, les épidémiologistes se sont intéressés aux facteurs de risque. Donc, ce qui ressort des données de la littérature, c'est que
La pathologie est fréquente, dans la population pédiatrique. Et puis, au fil de l'âge, donc, la tendance s'inverse vers l'adolescence pour devenir prépondérante dans le sexe féminin. Donc, il a été rapporté que c'est plus fréquent chez certaines ethnies, donc, quand le niveau socio-économique est bas, mais là, ce n'est pas retrouvé dans toutes les données. Et puis, au niveau de la migration, donc pour l'immigration, le risque augmente quand on s'installe dans un pays développé. Nous allons voir un peu par la suite qu'il y a l'impact de l'environnement et surtout de l'épigénétique. Alors, on s'est intéressé aux facteurs de risque de cette pathologie, et là, il y a énormément de données de la littérature. Il n'y a pas de choses convaincantes. En tout cas, ce qui ressort, c'est qu'on a mis l'accent sur le rôle de l'alimentation de la maman, qui a beaucoup changé, le rôle de l'obésité. On allait de moins en moins. La pression des laboratoires fait que l'allaitement industriel s'est imposé. Il y avait quelques règles erronées de diversification alimentaire qui préconisaient de retarder, qui ont été émises par des sociétés savantes. Et là, ce qui était erroné, le rôle de la vitamine D qui était très discuté au niveau de la littérature. Cependant, apporter de l'excès ne permet pas de régler le problème. On mange moins d'acides gras insaturés. Le rôle des expositions d'allergènes, le mode de naissance, et la naissance par césarienne avec ces chiffres ahurissants qu'on commence à voir au Maroc. Mode de naissance, mois de naissance également, ça a été discuté. L'exposition à certains médicaments, notamment le paracétamol au cours de la grossesse. Un usage excessif d'antibiotiques, nuisant énormément au microbiote. Tout ce qui est donc détresse respiratoire, utilisation de forceps, manœuvres au cours de la grossesse, l'obésité, le stress, on mange moins de fruits, la consommation d'alcool, le tabac, tout ça, donc c'est des paramètres qui ont été étudiés dans la littérature. Donc juste un petit mot de l'accouchement par césarienne. C'est bien documenté que le lien entre l'accouchement par césarienne et puis donc le développement de ces maladies allergiques. Donc quand même pour l'accouchement assisté, il y a des liens qui ont été établis. Je crois que le professeur Taylor, on va parler demain, oui, sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Alors l'antibiothérapie excessive, je crois que ses effets délétères un peu sur le microbiote, il y a énormément de littérature à ce sujet. Il a été montré que l'exposition de la gestante au cours de la grossesse ou la consommation dans le postpartum favorise énormément la survenue de maladies allergiques. Donc voilà, donc également donc le risque de consommation de certains médicaments, bien sûr, et surtout donc d'une alimentation trop sucrée au niveau de la grossesse. Je rappelle juste le rôle néfaste des fast-foods. On assiste à une McDonaldisation de la société avec tous ces effets néfastes. Donc l'alimentation du nouveau-né a également beaucoup changé. Donc je dis qu'on allait de moins en moins. Et puis ces recommandations de mettre un peu les enfants sous allaitement au lait de vache. Même les enfants qui sont les mamans qui désirent allaiter sont systématiquement dans les maternités mis sous allaitement artificiel. Et juste pour rappeler le rôle délétère de cette attitude et le rôle dans les sensibilisations et la genèse des maladies allergiques par la suite. Alors, donc la diversification, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de recommandations qui étaient erronées, qui ont fait qu'on a préconisé des régimes d'éviction, des retards dans la gestion d'aliments soi-disant allergisants, et ça n'a fait que aggraver le fléau. Voilà, donc là, c'est tous les paramètres qui ont été étudiés, ils sont énormes. Donc on voit qu'il y a une étude, chaque flèche correspond au nombre de publications sur la maladie, là, les diètes, l'obésité. Donc le débat n'est pas encore très clair.
Alors, en épidémiologie, on s'intéresse beaucoup à l'histoire naturelle de la maladie et il est impossible de concevoir une histoire naturelle sans un traitement adéquat. Et nous savons que la maladie, il y a une grande activité de la maladie qui, hélas, peut parfois emporter des vies, et même s'il n'y a pas d'exacerbations qui peuvent être fatidiques, la morbidité de l'affection peut nuire énormément au capital respiratoire de l'enfant. Donc par le biais d'exacerbations, par le retentissement sur la qualité de vie, par des hospitalisations, par un retentissement sur les activités scolaires, sociales de l'enfant. Nous n'avons pas, hélas, des chiffres sur la mortalité au Maroc, mais ça, c'est des données de l'OMS. Plus de 400 000 décès en 2019. On peut dire le chiffre autrement, disons qu'il y a un mort par asthme toutes les minutes 12 secondes. Donc c'est dire que c'est une maladie qui, hélas, emporte encore des vies. Et cette mortalité a été soulignée au début, vers le début des années 60, et ça coïncidait avec la mise de bêta-2 à courte durée d'action sur le marché. Et on a accusé l'excès d'utilisation de bêta-2 à courte durée d'action dans la cause de cette maladie. C'est vrai qu'à partir de 85, on commence à assister à un déclin de la mortalité par cette maladie dans les pays où la prise en charge s'est améliorée. Et s'il y a une pathologie qui a une médication qui a amélioré, enfin la qualité de vie qui a réduit la mort dans l'asthme, c'est bien la corticothérapie inhalée. J'ai toujours cette phrase un peu d'un de nos patrons, c'était Pierre Scheinman, pour ne pas le citer, qui disait que c'est la corticothérapie inhalée qui a tué la mort dans l'asthme. Vous voyez donc la mortalité est restée un peu par la suite qui est stable. On peut estimer que, en France, on parlait il y a quelques années de 2000 décès par an, maintenant à peu près 1000 décès par an. Au Maroc, on n'a pas de chiffres sur la mortalité. Dans un pays méditerranéen comme le nôtre, on a également donc un chiffre de 1000 décès par an, donc par asthme, ce qui fait c'est 3 morts par jour par asthme, donc dans des pays nantis comme l'Espagne. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 5000 années potentielles qui sont perdues par l'asthme. Donc, c'est dire qu'il y a encore de l'effort à faire, malgré cette diminution de mortalité dans des pays donc, méditerranéens. C'est vrai que chez les personnes âgées, la mortalité diminue plus, un peu moins chez les 1-35 ans. Alors, quels sont les facteurs de risque dans l'asthme? Donc, c'est toujours un asthme non contrôlé. On insiste beaucoup sur le contrôle de l'asthme, des antécédents d'un asthme aigu grave, des variations circadiennes du DEP, une faible utilisation de la corticothérapie, la non-adhérence, l'absence d'un plan par écrit à adopter en cas d'exacerbation, la surutilisation de bêta-2 à courte durée d'action et puis les comorbidités. Donc la prévention de l'asthme, c'est la corticothérapie inhalée. Je crois que l'éducation thérapeutique, c'est une nécessité thérapeutique, ce n'est pas un cadeau qu'on donne pour le patient. Et puis une évaluation régulière du contrôle de la maladie, donc c'est une nécessité thérapeutique. Alors l'histoire naturelle de l'asthme également taillée par des périodes d'accalmie, et c'est ce qui fait un peu le génie évolutif de la maladie, c'est qu'on a des périodes d'accalmie, mais une période d'accalmie, si longue soit-elle, ne signifie pas que le problème est réglé. Parfois, on voit que les parents ont envie d'entendre cette phrase qu'on n'a pas besoin de médicaments. Je le dis tout à l'heure, l'asthme doit toujours contrôler, et ce sont ces asthmes légers maintenant qui commencent à poser le plus de problèmes. C'est ce groupe d'asthme, disons, léger qui commence à poser le plus de problèmes de prise en charge et de mortalité. C'est pour ça qu'il y a de nouvelles recommandations, notamment dans le GINA. On préconise chaque fois qu'on utilise les bêta-2, on utilise la corticothérapie inhalée. Vous voyez qu'il y a des périodes de boîte noire où parfois on peut s'arrêter de siffler, mais tout peut arriver par la suite. C'est dur l'importance de vraiment
garder le contrôle avec le patient et ne pas dire que l'asthme est parti. L'asthme, c'est une maladie chronique. Je le rappelle, donc, il faut que le patient le garde en tête. Alors, je parlerai donc un petit mot donc, de la rhinite allergique. Disons qu'on en est 400 millions dans le monde. La prévalence est partout. Donc, je le disais donc, il y a quelques années, au début, donc, les années 60, la rhinite allergique était considérée même comme un signe de distinction sociale. Et c'était un privilège d'avoir un peu une rhinite allergique dans les classes aristocrates. Donc, ça, c'était Donc la prévalence est également partout. Donc parfois c'est associé à l'asthme. La rhinite allergique, donc un individu sur 5. Au Japon, ils ne connaissaient pas l'affection il y a quelques années. Maintenant, on a des chiffres qui s'approchent de 30%. Nous allons voir un peu demain pourquoi. Donc l'environnement qui a beaucoup changé. Et puis donc dans des pays comme la Turquie, 6% des cas. L'Égypte, 4% des cas, les pays du Golfe, 4% des cas. Au Maroc, on trouve 37% selon les études, Benimilla 39%. L'étude d'Isaac a montré un chiffre de 30% des cas. Et à Casablanca, donc une étude qui a rapporté 40% en 2012. La dermatite atopique, il n'y a pas beaucoup de chiffres, 1 à 3% donc, de la population générale. Chez l'enfant, on dit 5 à 15%. Et dans la pratique, on commence à voir énormément de cas ces derniers temps. Donc, une étude personnelle dans le service évaluait donc à 1% des cas la prévalence des maladies allergiques, la dermatite atopique. Donc, c'est une étude qui a concerné les enfants de 7 à 15%. Alors, donc, on parlait beaucoup de marche allergique. À un moment, on disait que l'histoire de l'allergie commence par un problème de dermatite atopique. Et souvent, on l'a dit, on nous a enseigné que quand la peau va mieux, le poumon va mal. Alors, cette dermatite, cette marche allergique, les données de la littérature montrent que la dermatite atopique qui précède l'atteinte respiratoire, qui précède l'atteinte, la rhinite allergique, en fait, n'existe que dans 3 à 4% des cas. Donc, c'est dire qu'on peut voir tout, la rhinite qui précède l'asthme, la rhinite qui peut accompagner l'asthme, on peut avoir une dermatite atopique sans de l'asthme, on peut avoir tout. Alors, qu'en est-il de l'allergie alimentaire? Après la première vague donc, de l'asthme, nous assistons à une deuxième vague d'allergie alimentaire. Je crois que là, l'augmentation, elle est exponentielle partout dans le monde. Il y a beaucoup de données un peu dans la littérature pour essayer de comprendre un peu le mécanisme, mais en tout cas ça commence à se voir avec une grande prévalence. Elle est impliquée par exemple dans 33 à 50% des dermatites atopiques. La fréquence relative des aliments est en fait reliée aux habitudes alimentaires du pays. Et je crois qu'au Maroc, nous allons payer la facture trop chère en changeant nos habitudes culturelles et en se mettant dans un régime occidental. On est en train de fabriquer énormément de dermatite atopique et d'allergies alimentaires. Donc voilà, donc, je disais qu'il y a des variations temporospatiales. Les allergènes varient selon les pays, dans un pays selon la région, et puis selon les moyens de dépistage. Les tests de provocation par les TPO permettent énormément de réduire la prévalence de ces affections. Donc ça rend le diagnostic plus sûr. Vous voyez, donc c'est très disparate un peu dans le monde, c'est un peu comme l'asthme, mais je crois qu'on est en train de rattraper le retard. Il n'y a pas beaucoup d'études, pas d'études au Maroc. Les seules études sont ceux qu'on a réalisées il y a quelques années. On a trouvé qu'il y a une prévalence à Rabat de 7,3%. À Tiaza, donc c'est une ville nord-est du Maroc, on a trouvé une prévalence de 7%. Le lait de vache, le poisson, l'œuf se taille la part du lion dans la fréquence des allergies alimentaires. Alors, les allergies médicamenteuses n'ont pas été
très bien étudié, mais ce qu'on voit, c'est que les hypersensibilités médicamenteuses, on en parlait ce matin, 50% représentent 50% des effets indésirables des médicaments. La part du lion, c'est dû aux antibiotiques, les antalgiques, les anti-inflammatoires, le latex, les anesthésiques. Et puis donc pour les bêta-lactamines, donc à peu près 1 à 5 réactions pour 10 puissance 5 pour 10 puissance 5 enfants. Donc on dit à peu près c'est que pour une réaction pour 10 puissance 4 utilisations d'antibiotiques. Pour les vaccins, c'est assez rare, 1,31 par million de doses administrées, mais souvent c'est des médicaments qui sont injustement incriminés et les tests permettent de vraiment affiner le diagnostic dans pas mal de cas. Alors l'anaphylaxie, également on n'a pas de registre, mais on peut dire que l'incidence mondiale est de 15 à 79 par million d'habitants et la mort par anaphylaxie estimée à 1 cas par million d'enfants par an. Donc les 3 causes les prédominantes, c'est les aliments, les médicaments et les venins d'hyménoptères. Donc les facteurs associés à l'augmentation de l'allergie sont très disparates dans la littérature. On a incriminé le rôle de l'alimentation, le rôle de l'environnement qui a beaucoup changé, on va en parler demain, la sédentarité, l'usage des antibiotiques, le mode d'extraction, notamment par césarienne, mais les données ne sont pas encore très claires dans la littérature. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'allergie, c'est un véritable fléau, ça a été dit par Dr Gderi tout à l'heure, c'est un petit mot, mais ça pose beaucoup de mots, c'est une grande charge sociale, c'est des dépenses de soins énormes, et c'est à peu près comme les dépenses en soins de santé pour les affections gastro-intestinales, c'est la moitié des dépenses de soins pour les affections cardiaques, donc c'est dire avec quelle acuité le problème se pose. Et si le rôle de l'épidémiologiste est dans la prévention primaire, le rôle de l'allergologue il est fondamental pour la prévention secondaire, pour la prévention tertiaire, parce qu'il est illégitime qu'aujourd'hui, à la lumière de tout ce qui est publié, des guidelines, des nouvelles recommandations, que les allergiques continuent à souffrir, qu'il y ait encore des morts par asthme, des morts que je qualifie d'illégitimes, parce que c'est faute d'une mauvaise prise en charge, et je vous remercie.